Eh bien, bonsoir à tous. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre le principe de précaution et la médecine, il y a de l'eau dans le gaz, pour reprendre cette expression. Le milieu médical s'est très largement heurté à ce principe de précaution, où il a vu la source d'irrationalité, une entrave à l'exercice de la médecine, un blocage de la recherche. Et dans un avis de l'Académie nationale de médecine à propos du débat sur la charte de l'environnement, il a recommandé que l'on n'inscrive pas ce principe de précaution dans un texte à valeur constitutionnelle ou dans une loi organique au regard des effets pervers qui pourraient être désastreux pour la santé, le bien-être et même l'environnement. D'où vient cette situation? C'est l'objet de la séance de ce soir que d'essayer de la comprendre. Vous savez que c'était une notion qui vient du champ de l'environnement et qui a été en quelque sorte amenée par la situation de crise sanitaire que nous avons connue dans notre pays et en Europe, par exemple la vache folle, qui a amené cette notion à venir dans le domaine de la santé publique, de la sécurité alimentaire et plus généralement donc de l'exercice de la médecine. Ce n'est pas une notion qui vient de la médecine elle-même. Face à cela, on trouve dans les écrits de professionnels de la médecine deux types d'attitudes que l'on me permettra de juger contradictoires. La première consiste à dire le principe de précaution, nous l'avons toujours appliqué. Le code de déontologie médicale est un code de précaution. Et les principes que nous tenons d'Hippocrate, primum non nocere, c'est finalement la première formulation du principe de précaution. Puis la deuxième version, c'est de dire ce principe est indéfendable, il nous agresse, il est suicidaire, pour reprendre l'expression du professeur Tubiana rapportée dans Le Monde d'hier. Et entre ces deux attitudes, il me semble qu'il y aurait à trouver une troisième attitude plus positive vis-à-vis de ce principe. Là aussi, je crois que le séminaire devrait permettre de déterminer les conditions d'un bon usage du principe de précaution en médecine. Pour en parler, nous avons deux intervenants, deux conférenciers. Le professeur Jean Pouillard, vice-président du Conseil national de l'ordre de médecine et qui est l'auteur d'un rapport sur le principe de précaution approuvé par l'ordre il y a 4 ans. Et puis nous avons William Dabb qui, avant d'exercer les fonctions actuelles de directeur général de la santé, avait lui-même beaucoup travaillé sur les questions liées au principe de précaution depuis au moins une dizaine d'années, dans des responsabilités diverses qu'il a eues à EDF, à l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, notamment. Je vais donc d'abord laisser la parole au professeur Pouillard, et ensuite, ça sera le professeur Dabb. Je vous remercie. Eh bien, bonjour. Je ne serai pas aussi formaliste que ce qu'on vient d'entendre. Et une des dernières phrases que j'ai entendues, en tout cas, me réjouit un peu parce que je crois que la position intermédiaire, non pas une position obligatoire, mais c'est une proposition que je vais faire. Et c'est une position qui est entre le principe de précaution et, je dirais, le savoir-faire en médecine, ce qui n'est pas du tout à fait la même chose. Alors, la question, c'était pourquoi des grincements de dents? Des grincements de dents, je crois que ça vient d'être rappelé à l'instant, c'est que ce principe de précaution qui a été l'application de la fameuse loi Barnier de février 1995 et qui concernait l'environnement, a été reprise par le Conseil d'État. Alors il faut lire le texte quand même parce que c'est important. C'est l'obligation pour tout décideur public ou privé de s'astreindre à une action ou de s'y refuser en fonction du risque possible. Et bien du risque possible. Dans ce sens, il ne lui suffit pas de conformer sa conduite à la prise en compte des risques connus. Il doit en outre apporter la preuve, compte tenu de l'état actuel de la science, de l'absence de risque. Ça, c'est ce qu'a déclaré le Conseil d'État à la suite de la loi Barnier, dans un article intitulé « Vertus et limites du principe de précaution ». Et je dois dire que s'il y a des grincements de dents, les grincements de dents, ils viennent du rapport du Conseil d'État. Ils ne viennent pas des médecins proprement dit, c'est qu'on a grincé des dents parce que ça nous est tombé de plein fouet, je dirais un peu vulgairement sur la figure, du jour au lendemain, où on nous a dit, en gros je résume, mais vous ne pouvez pratiquer la médecine que si vous pouvez faire, et en toute sécurité, disons, que si vous pouvez faire la preuve de l'absence de risque. Or, au risque de
de troubler M. Godard. Je pense que M. Tubiana a quand même dit une chose qui est vraie. Je n'ai pas lu Le Monde d'hier, alors je ne parle pas du Monde, mais de ce qu'il a écrit bien avant. Et je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Et M. Tubiana a dit aussi une phrase qu'il faut retenir et que nous savons quelle ambiguïté ça donne et quelle responsabilité ça donne, c'est que le risque est au cœur de la médecine. Et je dirais qu'à la limite, il n'y a même pas de médecine sans risque. Car tout à l'heure, on m'a présenté en disant que j'étais vice-président du Conseil national de l'ordre. C'est exact, je ne vais pas à rougir. Mais j'ai pratiqué la médecine pendant 40 ans avec les années de remplacement et médecine hospitalière également pendant 36 ans. Donc j'ai, si je puis dire, l'habitude d'avoir exercé la médecine et je sais combien les risques nous pendent au-dessus du crâne à longueur de journée. Alors la première question revenait à savoir à qui s'appliquait le principe de précaution. Eh bien, le principe de précaution, il s'applique dans 3 ordres de pratique. Premièrement, dans la médecine praticienne, celle que tout médecin installé en ville pratique, qu'il soit d'ailleurs généraliste ou spécialiste. C'est ce que nous appelons la médecine praticienne. Il s'applique en santé publique. Et là, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que j'ai à côté de moi M. Dab, et il est plus compétent que moi pour en parler, mais le problème de la santé publique est un problème important. Il faut savoir que l'article 2 du Code de déontologie dit que le médecin est au service de l'individu et de la santé publique, c'est-à-dire qu'en dehors des soins, il doit s'appliquer à coordonner son action avec les décisions qui sont prises par le ministre de la Santé, dans l'intérêt des patients, que ce soit les vaccinations, que ce soit un certain nombre de mesures de protection et de prévention. Ça, c'est ça, la santé publique. Et puis, le principe de précaution, il s'exerce également dans la recherche médicale. Et vous savez combien la recherche médicale, en ce qui concerne les médicaments principalement, demande un certain nombre de mesures dites de précaution pour mettre une molécule au point. Ça demande, pour avoir ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, ça demande des fois une dizaine d'années. Et il faut savoir que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, n'est valable que 5 ans à peu près, et qu'elle est souvent reprise parce que, je dirais pourquoi ? Parce que tous les effets nocifs, tous les risques possibles n'ont pas été éludés au cours de la préparation de ces médicaments, et que lorsque le médicament est utilisé en ville ou à l'hôpital, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de précautions qui n'ont peut-être pas été prises, ce sera un moment de les prendre, mais de signes qui n'avaient pas été élaborés, qui n'avaient pas apparu au cours de la prise de ces médicaments en grande quantité. Voilà ce que je veux dire pour la première question qui était posée. Alors, en fait, on est dans un système de terminologie qui a jeté le trouble. Je répondrai à la deuxième question. Alors ça, je l'ai dit, j'ai oublié d'appuyer, mais ça vous... La deuxième, c'est que, en fait, il n'y a pas de double langage. Mais si vous voulez, au fil du temps, quand on regarde l'histoire de la médecine, l'histoire de la santé publique, on s'aperçoit qu'on est passé du système de prévoyance, et le premier ministère de la Santé, si je me trompe, M. Dab, vous me le direz, ça a quand même été en 1900 et quelques, 1902, le ministère de la Prévoyance, hein 21. Ah non, attendez, non, je crois que c'est 22, mais enfin bon, peu importe. C'est la prévention qui est 22. Le premier, la prévoyance, c'est 1908 ou un truc comme ça. Car de la prévoyance, on est passé à la prévention, parce qu'il fallait mesurer les risques connus. Et enfin, on est passé à la précaution pour apporter la preuve, compte tenu de l'état de la science, de l'absence de risque. En rappelant également qu'un principe se conçoit, d'après le conseiller d'État Marsolon, comme une appréciation des faits pour résoudre un cas concret. Alors, cette ambiguïté des termes a fait qu'on est passé de la prévoyance à la... Oui, 1906, ministère du Travail et de la Prévoyance, 1906. On est passé à la prévention, puis en 1920, ministère de l'Hygiène et de l'Assistance et de la Prévoyance. Et finalement, on est arrivé très rapidement à cette constatation au moment de la sortie du principe de précaution il y a quelques années, que le devoir de précaution, et ça c'est le Conseil d'État qui le dit, le Conseil d'État dit le devoir de précaution se distingue de la simple obligation de prudence et de diligence, moi j'ajoute donc de la prévoyance, qui est liée à l'aléa
entre chance et malchance, et s'écarte, c'est toujours le Conseil d'État, de la notion de prévention qui impose la prise en compte de risques connus, leur probabilité fut-elle faible. Autrement dit, la prévention reste une démarche rationnelle, adaptée à la nature, à la gravité, à la probabilité de risques avérés et identifiables. Je dis bien identifiables. Et compte tenu des données actuelles de la science. La prévention, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde la pratique, si je puis dire, au moins sur le milieu médical. Les vaccinations sont des mesures de prévention parce qu'on sait que c'est une démarche rationnelle, on sait que c'est adapté à la nature et à la gravité de la probabilité des risques, c'est-à-dire que si on vaccine contre la diphtérie et contre le tétanos, eh bien on sait que ça va guérir et plus exactement empêcher les gens d'avoir cette maladie. Alors à côté de la prévention, il y a la précaution, qui est une exigence qui est fondée sur l'impondérable. Et c'est ça, si vous voulez, qui nous fait un peu grincer des dents, et qui est celle de tenir une hypothèse non infirmée, je dis bien non infirmée, et je cite le Conseil d'État, provisoirement pour valide, c'est-à-dire valide qui représente les conditions requises pour produire un effet, donc c'est provisoirement pour valide, même si elle n'est pas formellement démontrée, et d'apporter la preuve, compte tenu de l'état actuel de la science, de l'absence de risque. Autrement dit, dans cette réflexion, il faut considérer que l'incertitude du risque, et ça il faut en avoir conscience, parce qu'en médecine, ça nous suit à longueur de journée, l'incertitude du risque possible, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne serait pas de nature à limiter notre action. Cela constitue, en tout cas pour le médecin, une démarche qui échappe à toute rationalité. Et c'est là où je rejoins M. Tubiana quand il dit que le risque est au cœur de la médecine, car il n'y a pas non plus d'ordonnance médicale, c'est-à-dire de conseil thérapeutique, qu'on puisse affirmer qu'il ne soit pas entaché de risques possibles. Je dis bien de risques possibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce système, il n'y a pas une source de régression. Je dirais que c'est pire. Car si vous voulez, on passe de la prise en compte rationnelle de risques connus, même si la probabilité est faible, c'est la prévention, c'est ce que finalement nous faisons tous en médecine au cours de notre pratique thérapeutique. La création d'une démarche obsessionnelle, par contre, qui doit prouver l'absence de risque, alors que le risque est au cœur de la médecine, je me répète. Autrement dit, est-il possible de prévoir un risque avant qu'il ne se produise ? Et toute la question est là, et vous comprendrez que pour des médecins, c'est vraiment leur faire grincer des dents, de se dire on va soigner des gens, il va y avoir des risques vraisemblablement, et ça nous en sommes tous conscients. Et quel est le médecin qui n'a pas constaté au cours de sa pratique des risques qu'on n'avait pas prévus ? Et on nous dit, il faut les prévoir avant qu'ils ne se produisent. Or, quand vous regardez les notices d'information des médicaments et de prise des médicaments, il y a, je dirais, des colonnes entières, tout au moins pour certains, où il y a les précautions d'emploi, il y a les effets incompatibles, il y a les interdictions en cas d'un certain nombre d'autres pathologies. Et quand on énumère tout ça, on se dit que finalement, si on prescrit ce médicament-là, je caricaturise un peu, mais en gros, le malade aura bien de la chance de ne pas avoir des conséquences de la thérapeutique que je lui prescris. Mais ceci n'est pas une plaisanterie grivoise, c'est pas une plaisanterie, c'est quand même que de temps en temps, on a des effets thérapeutiques qui nous surprennent. Et je ne connais pas un médecin qui n'ait pas été pris au piège de cette histoire-là, parce que, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est qu'on ne sait pas exactement quels sont les médicaments que prennent les patients. D'abord parce qu'ils voient plusieurs médecins, ou ils envoient, mais sans nous prévenir qu'ils ont été consulter un médecin ailleurs, pour des raisons tout ce qu'il y a de plus légitimes. D'ailleurs, il ne s'agit pas de critiquer. Et que ce médecin a prescrit des médicaments, il se trouve que ça donne une incompatibilité. Alors, les exemples sont simples. C'est sûr que si vous avez un malade qui est sous anticoagulant pour des raisons cardiologiques ou autres, et que sans le savoir, vous prescrivez un anti-inflammatoire, vous risquez les pires des pépins. Et les risques, vraiment, et là, vous serez responsable. Car ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et dans ce système de précaution, il faut aussi parler de la responsabilité. Nous ne l'ignorons pas. L'article 69 du Code de déontologie dit « Chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». C'est-à-dire que quand vous faites un certificat de non-contagion, quand vous faites un certificat d'autorisation à pratiquer tel ou tel sport, qui est une décision, nous prenons
une responsabilité, nous prenons peut-être des risques parce que le fait d'autoriser quelqu'un à faire du judo ou aller à la piscine peut entraîner des troubles qu'on n'avait pas prévus. Alors, ce dont il faut tenir compte, c'est de l'évolution des techniques et des mentalités des patients qui a renforcé la responsabilité médicale et qui tente à aboutir à une normalité des résultats. Et je dirais que c'est une position qui est humaine de la part des patients, de dire « je vais voir un médecin, j'ai une douleur dans le thorax, j'ai une douleur gastrique, ou j'ai des céphalées, je vais le voir pour qu'il me donne des médicaments, c'est pas quand même pour avoir des complications à cause de ce médicament et d'être un peu plus malade. » Donc on a, de ce fait, et avec l'augmentation de la science, enfin des progrès scientifiques, une obligation de résultat, et du coup une augmentation d'une certaine judiciarisation, catégorielle d'ailleurs, ça touche certaines pathologies ou certaines spécialités, comme l'obstétrique et la chirurgie. Et si vous voulez, il y a dans cette constatation un déplacement de l'obligation de soins vers l'obligation de résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est, il faut bien le reconnaître à l'heure actuelle, dans la mentalité des gens, et je dirais encore, c'est normal que lorsqu'on va voir un médecin, parce qu'on souffre, on voudrait ne plus souffrir, donc on s'attend à un certain résultat, et un résultat global et, je dirais, un peu définitif. Alors la précaution dans tout ça. La précaution est au sein du code de déontologie. Tous les articles du code de déontologie le disent. Je prends le premier, qui est l'article 47. La prudence, bien sûr, ça c'est pas dans le code, mais c'est moi qui le dis, la prudence et le souci quotidien du médecin, il est fondamental que, et là je cite le code de déontologie, quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. C'est vrai qu'on fait appel à la sécurité et à l'efficacité des soins en tenant compte des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles, mais encore sans savoir quels sont les risques qu'on encourt. L'article 8 qui recommande aux médecins de s'abstenir de proposer un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé, ça c'est une mesure de précaution si on veut, mais je dirais que c'est plutôt une mesure de prudence à partir du moment où on n'a pas les faits établis. Alors, bien sûr, l'article 32 nous dit qu'il faut s'aider dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et que chaque médecin est responsable, je l'ai dit, et qu'on ne puisse compromettre la qualité des soins. En somme, le code de déontologie, c'est un code de précaution et c'est vrai que ne pas s'y tenir, on s'expose à des altérations considérables et surtout de la mise en cause de notre responsabilité. Il est indéniable que si le risque est au cœur de la médecine, l'application du principe de précaution stricto sensu reviendrait d'une part à demander de prendre des mesures à l'encontre de risques qui ne seraient même pas identifiables, ni probabilisables, exigence inaccessible en pratique médicale, et d'autre part d'avoir de manière constante à l'esprit le souci à prouver éventuellement l'absence de risque, conformément aux dispositions du rapport du Conseil d'État qui oblige d'apporter la preuve de l'absence de risque. C'est une démarche utopique, c'est une démarche pernicieuse d'ailleurs, parce que pour certains membres du corps médical, ça reviendrait à s'abstenir d'agir en disant « si je fais ça », je résume, on a des risques possibles, des risques que je ne peux pas prévoir, et ma responsabilité est en cause, ce qui est tout à fait humainement défendable du côté médical. Alors, la précaution est au sein même du code de déontologie, je l'ai dit. Ça définit ce qui est recommandé et ce qui est interdit, véritable code de précaution, dont les articles sont revus périodiquement en fonction des progrès scientifiques, de l'évolution sociétale et des différentes jurisprudences. Ça, c'est important. C'est pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Le premier code de déontologie date de 1947. Au passage, je dirais je dis, parce que c'est vrai, il était dédié à tous les médecins morts en déportation, fusillés, déportés, etc. Et il a été revu au moins 5 fois. Le dernier date d'il y a 2 ans. Et je peux vous dire que tous les ans, on revoit un certain nombre d'articles du code de déontologie, justement en fonction des progrès scientifiques, de l'évolution sociétale et des différentes jurisprudences. Dans le domaine de la santé publique, comme dans celui de la pratique médicale, l'élément qui domine, bien entendu, c'est l'intérêt du patient et de la collectivité. On revient à cette notion importante en santé publique, c'est la collectivité. Pourquoi ? Pour prendre un exemple simple, la vaccination antidiphtérique est obligatoire. Elle est obligatoire pour l'individu,
bien entendu, pour l'ensemble, les enfants d'une même famille, elle l'est également pour la santé publique, c'est-à-dire pour la collectivité des enfants qui fréquentent l'école. Et c'est sûr que si un enfant risque d'être atteint d'une diphtérie, risque de contaminer, donc par conséquent, il faut bien savoir que cette prévention, ou cette précaution si on veut, cette prévention, elle est de type sociétal. Ce qui n'est pas nouveau, puisque c'était le fondement de l'épidémiologie. Et tout le monde, enfin tous les médecins se rappellent cette phrase de Bernier qui date de 1689, « Salus populi prima lex ». Donc c'est quand même pas une nouveauté, c'était déjà au XVIIe siècle énoncé comme ça. Alors pour nous, on balance, si vous voulez, entre la prévention et la précaution. Et si vous voulez, comme on voit comment la santé publique, qui est représentée ici par M. Dab, a fait depuis quelques années de gros efforts, je dirais, de prévention de santé publique, en particulier en mettant en œuvre un système de vigilance, un système de vigilance qui correspond à la sécurité sanitaire qu'on voudrait obtenir. Ces systèmes existent en santé publique. Je citerai l'Agence de sécurité sanitaire des médicaments, des aliments, des produits de santé, en rapport avec l'Agence de veille sanitaire, mais M. Dab vous en parlera encore mieux que moi. En médecine praticienne, pour nous, la vigilance est quelque chose qu'il faut avoir en tête et permettre de prendre toute mesure de précaution, qu'elle soit médicale, qu'elle soit chirurgicale, je dirais même qu'elle soit d'abstention attentive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décèle un signe par l'examen, eh bien, il faut s'assurer que, en étant vigilant, ce n'est pas le signe pathognomonique, comme on dit dans notre jargon, prémonitoire d'une maladie quelconque. Je terminerai en disant que la fameuse loi de santé publique, démocratie sanitaire 203-2002, a fait une large part à ce principe de précaution, à ce principe de vigilance également, car c'est marqué sous forme de veille. La veille, c'est la vigilance, c'est prendre garde, en particulier dans les rapports que nous avons avec les patients, en particulier sur la vigilance de l'information des patients. Je ne reviendrai pas dessus, mais on pourra en parler tout à l'heure. Et la vigilance je dirais, du Conseil national de l'ordre, de sorte que les médecins soient au courant des progrès médicaux par l'intermédiaire d'une formation continue obligatoire. Et ceci aussi, c'est un principe de vigilance. C'est dans l'intérêt des patients, croyez-moi, et de la santé publique. Je laisse la parole à M. Dab. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Comme Olivier Godard vous l'a dit, je suis directeur général de la santé. Que fait la direction générale de la santé? En deux mots, nous incarnons en quelque sorte la médecine au sein de l'appareil d'État. Et puis, comme cela a été rappelé, nous préparons et nous mettons en œuvre la politique de santé publique du ministre. Je n'ai pas un exposé aussi construit que celui de mon confrère. Mes jours et une partie de mes nuits sont très absorbés actuellement par la préparation de notre pays pour qu'il soit à même de faire face à une éventuelle pandémie grippale en lien avec l'épidémie chez les poulets qui touche 10 pays d'Asie actuellement. Je vais donc vous demander votre indulgence, mais en échange, vous allez peut-être gagner en spontanéité du propos et je ne ferai pas un discours très, très institutionnel, mais je voudrais, avant que l'on discute avec vous, effectivement essayer de dresser un état des lieux de ce qui se dit, ce qui se pense chez les médecins en matière de principes de prévention. Il est incontestable, Olivier Godard l'a dit, le docteur Pouillard l'a rappelé, que chez les médecins, le principe de précaution fait peur. On trouve des textes qui sont même très violents, puisque certains utilisent le mot poison, d'autres ont titré des articles sur le thème « Machine à fabriquer des coupables ».
On entend effectivement souvent que ce principe est soit inutile, soit nuisible. Alors inutile, puisque c'est vrai. Le code de déontologie est empreint de précaution, de vigilance et de prudence. Hippocrate dit « Je m'abstiendrai de toute intervention malfaisante et inutile ». Le code de déontologie nous dit bien que le médecin doit agir en fonction des données acquises de la science. Et on apprend, première année de médecine, qu'il faut soigner la maladie sans tuer le malade, ce qui est une certaine forme de principe de précaution. On nous dit, on nous l'a ici rappelé excellemment, que l'acte médical, qu'il s'agisse d'acte de diagnostic ou de thérapeutique, comporte inévitablement des risques, que le principe de précaution nous conduirait à une obligation de résultat, alors que le médecin a pour l'instant une obligation de moyens, de mettre en œuvre les outils acquis par la science. La logique de cela est qu'on craint que ce principe ne paralyse le progrès et l'innovation, qu'au demeurant, le médecin, c'est au cœur de son métier, élabore en permanence des balances entre le bénéfice attendu et les risques supposés, et qu'il propose à la personne qui est venue le consulter une conduite optimum de ce point de vue-là. On accuse encore le principe de précaution de conduire à une profusion des normes. Je dois dire que c'est vrai. Il n'y a qu'à regarder la croissance du code de la santé publique. Au cours des 10 dernières années, il a triplé de volume. C'est devenu un outil très lourd, très complexe, très difficile à respecter dans son intégralité, même si nul n'est censé ignorer la loi. Et il est incontestable que l'on a multiplié, au nom du principe de précaution, un certain nombre de normes d'hygiène, et que cela a pu avoir des coûts considérables. Par exemple, les décisions prises à la fin des années 90 pour éviter une transmission du prion, l'agent de la vache folle, en milieu hospitalier, par exemple par des gestes comme des endoscopies, des tuyaux que l'on passe pour aller voir l'intérieur du corps, ont coûté plusieurs centaines de millions d'euros au budget hospitalier. Donc ce ne sont pas des petites choses. On nous fait remarquer aussi que tout au long de ce siècle écoulé, l'état de santé de notre population a connu des progrès tout à fait considérables, alors même que l'on n'invoquait pas le principe de précaution. Et que cette amélioration de l'état de santé est précisément liée au progrès des sciences et des techniques, au progrès de la protection sociale et au développement économique en général, avec les progrès de l'hygiène et des modes d'alimentation et des conditions de travail qui sont évidemment des déterminants importants pour la santé de la population, et que pour obtenir tout ça, il n'a pas été nécessaire d'invoquer ce principe. Et puis, je dois vous dire que j'y reviendrai, mais ça, je suis très sensible à ce dernier argument des détracteurs du principe de précaution, qui font remarquer que dès qu'on intervient sur le vivant, sur ce qui vit, et il y a une variabilité inhérente au vivant, il y a une incertitude irréductible, surtout quand on est au niveau individuel. On peut dessiner une courbe de risque au niveau des populations, mais au niveau d'un individu, un médecin ne peut jamais être sûr de l'effet de ses actes, de ses prescriptions ou de ses interventions.
parce qu'on est au niveau individuel et parce qu'on est au niveau du vivant, et que par conséquent, la médecine est en permanence au cœur d'un contexte d'incertitude de connaissance. Et ceci est, je crois, vraiment exact. Alors, pour donner un caractère un peu concret à cette réflexion, il se trouve que, avant d'être décideur de santé publique, j'ai été soignant. Et je me souviens que j'ai fait pas mal de néphrologie à l'hôpital et que je me souviens, y compris de staff à Necker avec Jean Burger, où les décisions entre mettre un malade sous dialyse et le greffer étaient des décisions vraiment compliquées et où on invoquait déjà, sinon la précaution, du moins effectivement la vigilance et la prudence dont vous parliez. Je note aussi, et l'histoire du sida a bouleversé cela et beaucoup de choses, que vous savez, nous disposons maintenant de la possibilité de donner à un malade grave un médicament alors que celui-ci n'a pas reçu son autorisation de mise sur le marché. C'est une procédure qui ne relève pas de la Direction générale de la santé, mais de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui est une procédure qui s'appelle ATU pour autorisation temporaire d'utilisation. Et il est curieux de voir que là, la procédure d'autorisation de mise sur le marché, c'est vraiment une procédure très complexe, très coûteuse, très exigeante en expertise, qui prend une dizaine d'années de travail avant que l'on mette sur le marché un médicament, avec, sinon la certitude, mais du moins un bon espoir que les risques seront inférieurs aux bénéfices attendus. Et la procédure d'ATU, eh bien, c'est l'inverse. On veut absolument briser cette précaution et obtenir un médicament dont l'évaluation n'est pas terminée, mais en qui, finalement, les seuls espoirs de survie existent. Et donc là, on voit bien également que dans ces cas-là, même quand on invoque le principe de précaution, le malade lui-même demande qu'on se délivre de cette contrainte. Comme chercheur, je l'ai rencontré souvent, d'abord parce que j'ai fait de l'expérimentation chez des volontaires sains, et que bien entendu, alors là, pour le coup, on ne doit pas faire cela sans être surveillé, encadré, et demander à ses pairs un certain nombre d'autorisations, de même qu'aux autorités de santé publique. Et puis il se trouve que j'ai eu à travailler comme épidémiologiste sur des risques qui ont été très controversés à un moment donné, et notamment j'ai participé à de nombreuses études qui ont montré les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, aussi bien à court terme, après des expositions courtes, que sur des expositions prolongées à la pollution atmosphérique. Mon témoignage là-dessus, c'est que je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a eu une vertu au débat sur la précaution, c'est celui de rapprocher le monde de la connaissance et le monde de la prise de décision et le monde de l'action. À cause du principe de précaution et parce que son application pose des problèmes, les scientifiques et les décideurs ont été obligés de se parler et de se rapprocher. De se poser la question, à partir de quand un problème est-il suffisamment connu pour agir ? À partir de quand on considère justement qu'on en sait suffisamment ? Et moi, j'ai vécu ça au moment de la préparation de la loi sur l'air, qui a été promulguée en 1996, puisque, et d'ailleurs j'avais été très surpris, c'est en s'appuyant sur les résultats des études que je dirigeais que Madame Lepage, à l'époque, avait décidé de rénover la loi française de lutte contre la pollution atmosphérique et d'en dédicter une nouvelle. J'étais assez surpris. Et dans les discussions de préparation avec la loi, la dimension de précaution, et d'ailleurs Madame Lepage a créé au ministère de l'Environnement un comité qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle le comité de la précaution et de la prévention,
Et on était vraiment au cœur de ce sujet-là. Eh bien, parce que le principe de précaution existait, il a fallu qu'effectivement le monde politique, le monde administratif et le monde des chercheurs se rencontrent et commencent à échanger sur un certain nombre d'implications des résultats scientifiques. Et c'est une très bonne chose. Ma discipline de référence, c'est l'épidémiologie, l'étude des épidémies. Et je ne peux pas... Je rappelle toujours cette histoire parce que je commence toujours mon cours d'épidémiologie en la rappelant. En rappelant l'histoire de John Snow dans les années 1850 à Londres, qui investigue une épidémie de choléra et qui montre vraiment par un raisonnement épidémiologique que le choléra est transmis par l'eau. À une époque où on pensait que c'était l'air, les miasmes, qui transmettaient la maladie. Et bien sûr, personne ne le croit, John Snow, personne ne le croit. Et il est tellement convaincu de ces données d'observation qu'il sabote une pompe qui délivrait de l'eau dans la ville de Londres, la pompe de Broad Street. Chaque fois que je vais à Londres, je vais à Broad Street me recueillir sur la pompe de John Snow. Il sabote la pompe parce que comme personne ne veut le croire, eh bien, par précaution, il dit ce n'est pas possible. Il faut que j'interdise à la population d'avoir accès à cette eau. Et il casse la courbe épidémique et 3 semaines après, l'épidémie s'arrête. Donc, je ne rentre pas dans les détails épidémiologiques qui sont absolument fascinants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vibrion choléré, l'agent du choléra, ne fut découvert que 50 ans plus tard. Et là, on est vraiment au cœur de la précaution. Agir alors qu'on n'a pas toutes les preuves, mais qu'il y a un faisceau d'arguments nous permettant de penser que pour protéger la population, il vaut mieux prendre cette décision sans avoir la certitude que c'est la bonne décision. C'est exactement ce qu'a fait John Snow, et c'est vrai qu'en épidémiologie, nous sommes familiers de ce raisonnement, parce que l'épidémiologie, à la différence de la microbiologie, n'a pas cette conception déterministe de la causalité, mais nous nous référons, nous, à une conception qui est plutôt probabiliste de la causalité, et nous n'attendons pas d'avoir la totalité des preuves rassemblées pour juger que tel facteur est nuisible pour la santé. Je vous signale au demeurant que l'épidémiologie est convaincue depuis les années 50 que le tabac est un cancérigène puissant, mais que la preuve biologique de la cancérogénicité du tabac, nous ne l'avons que depuis 5 ans. Ce qui n'a pas empêché, évidemment, M. Evin et Mme Weil avant lui, de prendre les mesures que vous connaissez. Je dois dire que ceci est encore très actuel. Et quand je suis allé voir en début d'année le préfet du Nord-Pas-de-Calais, parce qu'après avoir bien regardé la courbe épidémique des légionelloses dans le Pas-de-Calais, la seule, mais je n'en avais pas la preuve, mais la seule explication vraisemblable était que l'usine Noroxo était à l'origine de la totalité de cette épidémie. Mais que les derniers prélèvements faits à la fin du mois de décembre étaient négatifs. Et quand j'ai expliqué au préfet que oui, peut-être par précaution, il fallait qu'il ferme une deuxième fois cette entreprise, parce qu'il n'y avait pas d'autre explication épidémiologique à ce qui était en train de se passer dans la population, c'était une décision d'ailleurs qui ne relève pas du directeur général de la santé, puisque c'était une installation classée pour la protection de l'environnement. Elle relevait donc du ministère de l'écologie. Mais le préfet, qui était très préoccupé par la situation de sa population, finalement, oui, nous a écoutés, mais en craignant beaucoup. Parce que fermer une usine dont les 2 derniers contrôles sont entièrement satisfaisants, et on a compris depuis pourquoi ces contrôles étaient satisfaisants, mais pourquoi cette usine était en train de rendre les gens malades,
Mais n'empêche que c'était une décision qui était un peu compliquée. Donc oui, pour moi, comme décideur de santé publique actuellement dans la position que j'occupe, le principe de précaution est quand même au cœur. Et quand je dis au cœur, c'est quotidiennement que la question se pose. Quel bilan peut-on faire de ce principe et est-il aussi nuisible que on nous le dit parfois? Je reprendrai comme mon confrère la distinction entre recherche, santé publique et soins. En recherche, alors là, il n'y a vraiment aucun doute que l'attitude de précaution a vraiment conduit à des avancées vraiment significatives, qui empêchent le chercheur de faire n'importe quoi. D'ailleurs, il y a relativement peu de chercheurs qui ont envie de faire n'importe quoi. Sauf que quand on voit des annonces de clones, etc., de sectes qui fabriquent des bébés, même si dans l'ensemble les chercheurs sont des gens effectivement rationnels et raisonnables et qu'ils n'aiment pas faire n'importe quoi, ce n'est pas forcément la chose qui est unanimement retrouvée dans le monde. Mais qu'il s'agisse des procédures d'autorisation de mise sur le marché, qu'il s'agisse de la loi dite Hurier, qui encadre très 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 rigoureusement la manière dont nous faisons de la recherche biomédicale, qu'il s'agisse aussi de la notion d'expertise collective qui a émergé il y a maintenant une dizaine d'années et qui fait qu'en science, l'avis d'un panel d'experts est jugé comme plus fiable que l'avis d'un seul chercheur, aussi brillant et renommé soit-il. Tout cela, je pense, sont à mettre, sont des acquis du principe et de l'esprit de précaution. En santé publique, je suis un défenseur du principe de précaution. Je mesure les risques que cela me fait prendre à titre individuel dans la situation où je suis, mais je ne peux pas dire autre chose que je suis un défenseur du principe de précaution. Pourquoi ? Parce que justement, nous sommes dans un pays où la santé publique a été trop longtemps ignorée, trop longtemps négligée, et où on a trop longtemps eu l'attitude où il fallait tout savoir avant d'agir. Et nous en payons le prix fort, et nous en paierons encore pendant 2 décennies le prix fort en matière d'amiante. En 1976, le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'amiante comme cancérigène prouvé chez l'homme. Et nous n'avons pas su, le nous étant vraiment collectif, mettre en œuvre une politique de gestion adaptée de ce risque-là. Et il a fallu attendre 1996, 20 ans après, pour que ce produit soit complètement interdit, parce que de toute façon, il n'y avait plus d'autre manière de gérer ce problème que d'interdire l'utilisation totale et de bannir cette substance. Or, l'essentiel de l'épidémie de pathologies liées à l'amiante est devant nous. Elle est devant nous. Et le coût humain, le coût financier est absolument considérable. C'est aussi grâce à ce principe que nous avons un réseau d'agences qui est certes encore imparfait, mais je peux vous dire que entre avoir des agences parfois critiquables et ne pas en avoir du tout, je n'ai aucun doute sur ce qui est préférable dans l'état d'esprit de protéger la santé de la population. Je crois d'ailleurs qu'il y a une particularité, peut-être Olivier Godard vous l'a signalé, mais il n'y a que dans tous les pays développés, industrialisés, il n'y a que la France qui brandit le principe de précaution dans le domaine de la santé publique à ce point-là. Des pays équivalents et où la santé publique est forte et puissante, l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves n'ont pas un débat aussi vif que nous
sur la question de la précaution. Une des hypothèses que j'ai, c'est qu'il y a ce sentiment diffus que la santé publique a parfois été trop négligée dans notre pays et qu'il y a une sorte de retour du balancier et du coup une exigence qui est placée très haut et on attend du principe de précaution qu'il procure une meilleure protection de la santé de la population. À l'inverse, ceci n'est pas sans effet secondaire. Ceux qui ne le savent pas, mais j'ai pris mes fonctions quelques jours après que mon prédécesseur, qui était par ailleurs un collègue et un ami, a démissionné en raison des événements liés à la canicule. Et la question de savoir pourquoi notre pays n'était pas prêt à faire face à cet événement est évidemment au cœur de ma réflexion, puisque le ministre m'a demandé de réorganiser la Direction générale de la santé pour que nous soyons mieux armés pour faire face à ce type d'épisode, et que je lui ai remis mes propositions récemment, et donc nous avons beaucoup réfléchi à tout cela. Il est possible que le principe de précaution auquel nous croyons nous ait emmenés, non pas vers une fausse piste, mais nous ait peut-être trop drainés dans une direction, nous en faisant négliger d'autres. Je m'explique. Ces dernières années, la Direction générale de la santé a énormément travaillé sur ces risques controversés, sur ces risques incertains, sur des risques dont on n'est pas sûr de savoir s'ils existent ou pas. Par exemple, évidemment, la vache folle. Par exemple, les champs électromagnétiques des téléphones portables. Par exemple, la dioxine, notamment celle qui est émise par les incinérateurs d'ordures. Par exemple, les éthers de glycol. Par exemple, le naufrage de l'Erika et la question de savoir si on pouvait laisser, à l'été 2000, des gens aller sur les plages qui avaient été souillées par le pétrole. Tout ça a pris énormément de travail et a fait de ces risques incertains le cœur du travail de la Direction générale de la santé, au point peut-être que nous avons oublié qu'il existe des risques avérés, que les catastrophes peuvent survenir et que nous n'avons peut-être pas été suffisamment vigilants pour être sûrs qu'en situation de catastrophe, nous pourrions mobiliser et nous pourrions informer à la hauteur du risque qu'il y avait. Je pense que ça a joué un rôle et que le système de décision de santé publique dans son ensemble, y compris les agences de sécurité sanitaire et y compris l'Institut de veille sanitaire, qui était en charge de donner l'alerte, était plus préoccupé par des signaux de risques controversés, incertains, et vraiment plus, et c'est bien, il faut absolument continuer de faire ça et à se poser la question de savoir si on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose, mais que du coup, des véritables catastrophes avérées n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. Et je m'emploie actuellement à rééquilibrer l'attention que l'on porte aux deux types de risques. Voilà quelques réflexions. Je pense serait intéressant de laisser la place au débat. Et pour terminer, je voudrais essayer de trouver juste cette voie que nous cherchons tous entre le risque nul que nous savons tous impossible. Et je ne crois pas que la population demande le risque nul. Je ne l'ai jamais personnellement rencontré. Mais d'un autre côté, un délire sécuritaire qui ferait qu'au nom du principe de précaution, on prendrait des mesures extravagantes. Et il nous faut trouver une voie médiane. D'abord en faisant un certain nombre de distinctions de base. Si on parle du principe de précaution comme principe philosophique, alors oui, c'est bien. Oui, la philosophie de la précaution, qui est cette attitude générale de vigilance dont vous parliez, me semble utile, me semble moderne. Je pense que nos sociétés sont suffisamment développées, que nos conditions de vie ont atteint un niveau suffisamment élaboré
pour qu'on ne soit pas forcé d'aller vers une course sans fin au progrès et que nous pouvons avoir la maturité sociale de se poser un minimum de questions avant de lancer des projets. À partir du moment où nous ne mourrons plus de faim, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de précarité dans notre société, que ça n'existe pas, mais à partir du moment où quand même on a atteint collectivement le niveau de développement scientifique et technologique que nous connaissons, il me semble que se poser des questions avant de débuter des projets, de modifier notre environnement, de modifier la biologie, de modifier nos pratiques de soins, je crois que ce n'est pas un luxe. En tout cas, si c'est un luxe, il en vaut bien d'autres. Si l'on parle maintenant de politique de précaution, alors je rassure les médecins et je leur dis, la politique de précaution, c'est pour moi. Je veux dire pour moi, pas pour moi personnellement, c'est pour l'État. Parce qu'on parle bien, et c'est ça aussi d'ailleurs qui sera mis dans la charte de l'environnement, qui sera adossée à notre Constitution, c'est bien un principe de politique et un principe qui concernera les pouvoirs publics et non pas les personnes privées. De ce point de vue-là, il me semble que les médecins cliniciens, ceux qui nous soignent, peuvent être rassurés. Et puis, il y a les techniques de précaution, et celles-là, j'y crois. Développer l'évaluation des risques a priori. Oui, ça, nous avons besoin de ça. Et nous devons investir dans la recherche qui nous permet de mesurer des risques avant qu'ils ne surviennent, de les anticiper. Technique de précaution en matière de processus de décision. Eh bien oui, sur un certain nombre de risques controversés, il est logique de se donner du temps, de discuter avec les scientifiques, de discuter avec les citoyens, de discuter avec les parties prenantes et de prendre le temps d'élaborer une solution et de faire partager une solution. Cela est logique parce que cette solution est prise sous incertitude et que dès lors qu'il y a incertitude, il est sain, me semble-t-il, qu'il y ait un débat social autour de décisions qui peuvent engager notre avenir. Technique de précaution encore, parce que je suis personnellement très attaché à cela. Je pense que quand on fait des politiques publiques, on les fait au nom du bien public et que les principes de transparence et les principes de cohérence sont des principes qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et là, nous avons beaucoup de progrès à faire. Pour prendre un exemple que j'ai bien connu dans le domaine de recherche qui a été le mien, il est incompréhensible pour la population que l'on gère les particules fines atmosphériques, je vous rassure, pour les scientifiques et les médecins, c'est tout aussi incompréhensible, qu'on gère les particules fines atmosphériques selon des principes de gestion différents, selon que nous les respirons dans la rue ou dans le métro. C'est incompréhensible. Ce ne sont pas les mêmes normes, ce n'est pas les mêmes mécanismes de raisonnement, ce ne sont pas les mêmes indicateurs de surveillance, mais c'est les mêmes particules respirées par les mêmes poumons. Il nous faut progresser en matière de transparence des décisions et en matière de cohérence des décisions. Donc tout ça est, je crois, très utile. En revanche, ce qui fait peur aux médecins, et je les comprends, mais il nous faut progresser là-dessus, c'est que la définition du principe de précaution ne soit pas stabilisée et qu'à l'incertitude scientifique se conjugue une incertitude juridique qui ferait que chaque médecin se pose la question si le geste qu'il doit faire va l'envoyer en prison ou va le faire condamner à 1 million d'euros d'indemnisation. Et ça, évidemment, on ne peut pas exercer la médecine de façon saine sous une menace comme celle-là. Il me semble qu'il y a les voies possibles pour éviter de tels excès, pour faire en sorte qu'on garde les bénéfices du principe de précaution sans créer trop de risques excessifs. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà, le principe de précaution incite à nous poser la question du risque, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas encore survenu, mais qui pourrait survenir. La lecture d'Ulrich Beck est édifiante de ce point de vue-là, d'abord parce que c'est un livre qui a déjà été écrit il y a 25 ans.
qui a été un livre traduit en français depuis peu de temps, qui s'appelle La société du risque, par un philosophe allemand qui s'appelle Ulrich Beck. Et en lisant cet auteur, moi j'ai réalisé quelque chose qui ne m'avait pas frappé jusque-là, mais c'est à quel point la précaution change notre vision de l'histoire. Et à quel point jusqu'à présent les conduites humaines étaient dictées par l'expérience du passé. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec la précaution, nous sommes en mesure de renverser ce schéma et de faire de l'avenir, non pas du passé, mais de l'avenir, le déterminant du présent. C'est beaucoup plus intelligent, me semble-t-il. C'est beaucoup plus moderne. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que ça donne le vertige. Mais ça donne à l'homme, et restons humbles quand même, mais ça donne à l'homme une occasion quand même inespérée dans l'histoire de notre humanité courte, d'avoir une certaine maîtrise de son destin. Et ne serait-ce que pour cela, je crois que le principe de précaution serait très utile. Est très utile. Voilà, j'arrête là et nous serons évidemment là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.